Au cœur du système bancaire français, Nicolas, vous avez dit ils le font exprès. C'est-à-dire que vous restez vous persuadé que CNBC porte-parole, on va pas parler de ça, Nicolas, mais c'est juste parce que voilà, porte-parole de la finance anglo-saxonne. Dès qu'ils peuvent un peu faire du French bashing, ils s'en privent pas. Ou plus globalement, dès qu'on peut attaquer l'euro et faire un certain nombre de caricatures entre le monde anglo-saxon et le monde latin, on va dire, ils en profitent, oui, ça c'est sûr. Ils en profitent. Bon, on est là pour parler de ce que nous a dit hier le Fonds monétaire international. Deux éléments d'ailleurs, qui sont deux éléments liés. Il y a 48 heures le shadow banking, c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais déjà sollicité, et puis le Fonds monétaire international qui nous a dit hier, les réductions de bilan en ce moment au cœur des banques, à hauteur de 2000 milliards d'euros, vont amener une réduction de l'offre de crédit considérable. Et il faut une initiative européenne, dit le FMI. Et Nicolas Mirindol, j'ai le sentiment que cette initiative européenne, elle a eu lieu. C'est la Banque Centrale Européenne qui a justement pour ça injecté massivement de la liquidité pour essayer de soutenir l'offre de crédit des banques. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Oui, en fait, il y a une confusion ou des raccourcis, une simplification du problème. Quand vous êtes une banque, il y a évidemment les sujets de liquidité et on a traversé une crise de confiance des acteurs économiques, des investisseurs vis-à-vis des banques et des banques entre elles. Tout ça a fait qu'il fallait passer par la Banque Centrale Européenne pour que l'argent circule, pour que le sang circule dans le corps. Au lieu de circuler horizontalement entre les banques, il fallait passer par la Banque Centrale Européenne et redescendre. Donc c'était un premier sujet traité sur la liquidité interbancaire. Le deuxième sujet, c'est qu'il fallait effectivement, au-delà, puisque les investisseurs ne prêtaient pas aux banques, qu'on avait réglé en passant par la Banque Centrale Européenne le problème de la circulation entre les banques, il fallait réinjecter de la liquidité pour pouvoir financer de la dette souveraine. Mais ça, c'est le sujet de la liquidité. Pour faire du crédit, il faut un deuxième paramètre. Je suis obligé, je vous coupe, Nicolas. Il nous a pas dit ça, Mario Draghi. Moi, je me souviens très bien de ce qu'il a dit. Je l'écoute, Mario Draghi. Il a dit c'est pour soutenir le crédit. Il n'a pas dit c'est pour acheter la dette. Il a traité un sujet par prétérition qui est que pour faire du crédit, il y a l'énergie, l'essence, le pétrole. Pour faire du crédit, c'est pas seulement la liquidité qui est indispensable. Il y a beaucoup de solutions pour trouver, pour régler les problèmes de liquidité. Ce sont les fonds propres. Fonds propres des banques. Ce sont les fonds propres des banques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une banque fait un crédit, en particulier à une PME, un acteur économique régional, il faut qu'elle alloue pour 100 de crédit. À une époque, on mettait à peu près 5 de fonds propres. Aujourd'hui, il en faut peut-être 10. C'est ça. Donc, il faut 2 fois plus de fonds propres. D'ailleurs, les fonds propres des banques françaises, avant la crise et aujourd'hui, en gros, on est passé de 100 milliards d'euros à 200 milliards d'euros. Donc, à chaque fois que vous faites du crédit, il faut, pas au moment où vous accordez le crédit, mais pendant toute la durée de détention du crédit, il vous faut des fonds propres. Donc c'est la réglementation. Et ça, c'est pas de la liquidité à 3 ans qui vous permet de constituer des fonds propres? Absolument pas. C'est pas des augmentations de capital ou c'est... Non, ça règle, ça décongestionne instantanément un problème, mais ça ne le règle pas structurellement et de façon pérenne dans le temps. Donc c'était indispensable de faire ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça a détendu les marchés et ça a lâché la pression, ça a décongestionné, mais ça ne règle pas structurellement la problématique des fonds propres nécessaires pour octroyer un crédit à une entreprise. Alors, cette réglementation sur la liquidité, c'est-à-dire être capable de rembourser à tout moment les dépôts qui ont été faits par les clients, c'est normal. La réglementation qui consiste à dire, attention, quand vous empruntez court à vos clients et que vous prêtez long à d'autres clients, c'est-à-dire quand vous avez des dépôts et que vous faites du crédit en face, il y a des contraintes réglementaires. C'est normal également. La réglementation qui consiste à dire, quand vous prêtez à un client, vous risquez de perdre parce que si vous n'êtes pas remboursé, donc il faut des fonds propres. Tout ça est normal. Je ne suis pas en train de dire que cette réglementation est absurde. Elle est normale et elle existe depuis toujours. Sauf qu'avec la crise, il y a eu un excès, une surenchère dans la réglementation, on a poussé les curseurs extrêmement loin. C'est comme si, en gros, aujourd'hui, pour prendre un avion, on vous donnait une checklist qui, à la fin, fait que vous ne pouvez pas décoller. Parce que, effectivement, l'aléa zéro n'existe pas. Donc, on a tellement... Vraiment, c'est à ce point-là. Oui, la preuve. C'est-à-dire qu'on a une réglementation... Le problème, Nicolas Mirindol, c'est que ce discours-là n'est porté que par les banquiers français. Absolument, parce que la démagogie, les 2 points d'entrée des autorités, que ce soit les politiques ou les autorités qui mettent en œuvre. Il y a 2 points qui sont un peu schizophréniques et tout est dans l'art de l'exécution, sauf qu'on ne les gère pas en même temps. Il y a un premier point qui dit « Contrôlons les banques de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de risque systémique et c'est normal ». Et on gère ça
comme il y a eu une crise et on a pointé du doigt beaucoup de défaillances, on met le curseur au maximum, pas à 90, à 92, à 100, voire à 105%. C'est-à-dire qu'on prévient tellement qu'on ne peut plus bouger. Et puis de l'autre côté, on met une pression sur il faut financer l'économie, il faut financer les PME. Et les deux nécessitent un art de l'exécution qui est difficile à gérer aujourd'hui. Les banquiers allemands ne se plaignent pas comme les banquiers français. Les banquiers... Sûr que si. En dehors du fait que, je rappelle qu'en France, c'est un des seuls pays, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que depuis la crise, le cumul des résultats bancaires, je mets Dexia, qui n'est pas que français, à part, a toujours été positif. En Allemagne, ils ont été avec des années cumulées négatives, des recapitalisations, non, franchement, le discours des banquiers politique, quoi, c'est ça que vous nous dites. Sur ce contrôle politique, on n'est pas du tout dans le même schéma. Non, mais ce discours, il est vrai. Après, vous pouvez graduer. Il ne s'agit pas de... Je ne peux pas dire que l'avion ne décolle pas du tout. L'avion décolle. Donc il faut quoi? Il faut une initiative maintenant pour alors... il faut plus. Pour aller investir dans le capital. Trop de réglementation tue l'activité bancaire. Ce ne sera pas la réglementation, Nicolas Mérindol. Il y a 2 ans que vous portez absolument, absolument. Mais c'est vrai. Et on le constate aujourd'hui. Et on aura des ajustements. Alors, ça fait la passerelle avec le shadow banking. Ouais. En fait, comme il faut des fonds propres, trop de fonds propres, si c'est dans le bilan de la banque, le système économique s'organise, je dis bien le système économique, c'est-à-dire y compris les investisseurs, y compris ceux qui ont besoin d'emprunter. Eh bien, on essaye de contourner la réglementation bancaire. Ça, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que vous créez des conduits, des CLO. C'est quoi CLO Donc des CLO, en fait, c'est... On va apprendre des nouveaux mots. À chaque crise, on apprend les nouveaux mots. C'est un support qui porte... vous prêtez au CLO et ce CLO, lui, reprête ou achète des obligations émises par les entreprises, par exemple, ou fait du crédit commercial à un certain nombre d'entreprises, achète de la dette commerciale d'entreprise. Donc, tout le principe du shadow banking, tout simplement, ça veut dire comment fait-on du crédit ou de l'intermédiation de crédit sans subir ou en contournant la réglementation bancaire. Ce ne sont pas les banques. Mais ça existe. Ce ne sont pas les banques classiques réglementées qui l'organisent, ce shadow banking. Elles ne l'organisent pas, mais elles y participent. C'est vieux comme le monde. Hein. Ça n'est pas nouveau. D'ailleurs, je vous avais dit ici que le paradoxe, c'était que ceux qui avaient amené la crise, c'est-à-dire justement cette externalisation d'un certain nombre de modes de financement de l'activité économique sans passer par le bilan des banques, qui en soi sont utiles, comme la titrisation par exemple, allaient être un des rares éléments ou un des rares moyens aujourd'hui de contourner ou de trouver une autre solution par rapport à la réglementation bancaire. La titrisation, aujourd'hui, je donne un exemple très simple. Une banque bien organisée, elle a un client qui veut financer un centre commercial, voire des prêts aux collectivités locales. Elle n'a pas la liquidité ou ça lui consomme trop de fonds propres, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Eh bien, immédiatement, elle organise une titrisation où elle organise dans un support réglementé de façon spécifique une émission obligataire qui sera acquise par d'autres emprunteurs, c'est même dans d'autres investisseurs, ces investisseurs étant prêts in fine à prêter sachant que le risque est un centre commercial ou une entreprise qui développe des centres commerciaux, mais ne veut pas passer par la banque. Elle ne veut pas acheter des obligations de la banque. Donc elle achète des obligations dans un support pour lequel en face il n'y a que des centres commerciaux. Non, mais sans passer le risque par la banque. Sera toujours là, il sera plus porté par personne. C'est exactement ça que je voulais vous dire. In fine, le risque est toujours un centre commercial. Mais avant, le métier du banquier, c'était de dire à l'investisseur, passez par mon bilan. Et mon métier, c'est d'aller trouver quels sont les bons emprunteurs et quelle est ma valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, vous avez des tas de supports qui disent, in fine, eh bien, on ne passe pas par la banque parce qu'on n'a pas confiance dans la banque et on passe par un support désintermédié ou en tout cas déréglementé bancairement et in fine c'est toujours le même emprunteur. Donc le risque final est toujours le même, mais la réglementation n'est pas la même. Ça c'est dangereux quand c'est un contournement pur et simple de la réglementation vertueuse, c'est-à-dire il faut un minimum de fonds propres, il faut un minimum de bonne gestion du risque de transformation, il faut un minimum de bonne gestion de la liquidité. Donc quand ça ne contourne pas ça, c'est bien, mais quand c'est pour contourner
ce minimum, c'est-à-dire il n'y a même pas ce minimum, alors ça devient dangereux. Alors ça devient dangereux. Donc tout est à chaque fois dans l'art de l'exécution. Est-ce que je suis en train de contourner la totalité de la réglementation ou est-ce que je suis en train d'essayer d'alléger une réglementation qui est trop lourde? Et c'est ça tout l'enjeu du shadow banking et de la problématique du credit crunch. Donc aujourd'hui c'est très simple. Les bilans les banques n'ont que deux solutions pour respecter un ratio de fonds propres. J'ai 100 de crédit en permanence, pas au moment où je l'octroie. J'ai 100 de crédit, il me faut 9 de fonds propres. Donc il me faut 9%. Eh bien, j'ai que deux façons de jouer. Ou j'augmente mes fonds propres pour faire du crédit, mais il y a beaucoup de gens qui sont réticents à donner des fonds propres à l'ensemble des banques. C'est pas vrai pour tout le monde. Ou je réduis mon bilan. Ou je retouche sur les 100. Donc ce dont parle le FMI, c'est le fait que c'est pas seulement les nouveaux crédits, c'est le fait que je vais diminuer la totalité de mon stock. Ceci étant, il pointe du doigt, le FMI pointe du doigt. Rapidement, on est au bout. Il pointe du doigt un risque. Il dit pas que c'est exactement ça qui va se passer si on ne fait rien. Je crois qu'il y a tout un tas de mesures qui vont faire que les banques et les acteurs économiques vont faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas ce credit crunch. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Merci Nicolas Mérindol. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Il sera